Bonsoir, bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, je suis très heureuse de vous accueillir donc, au nom de la maire du 5e arrondissement, Madame Florence Berthoud. Donc moi-même, je me présente, je suis Dominique Stoppalione, je suis élue du 5e arrondissement et conseillère de Paris. Et donc c'est avec grande joie que nous accueillons, je crois que c'est cette 3e conférence de la FIS, vous allez, Jean-Jacques Ingremont, en dire quelques mots. Et donc nous sommes très heureux à la mairie du 5e donc d'accueillir ces conférences qui sont sur des sujets extrêmement divers, toujours passionnants et qui surtout nous préoccupent tous et dans lesquels il y a beaucoup de choses à dire autour des objectifs scientifiques et puis pseudo-scientifiques sont souvent des sujets, je dirais, des sujets qui sont le source de certaines polémiques et vous remettez les choses un peu dans l'ordre et c'est très précieux. Et je crois que c'est très important que ces conférences... Enfin, c'est très important. Nous sommes très heureux, mairie du 5e, d'accueillir la FIS dans cet arrondissement où quand même on met nos pas dans beaucoup de grands, je dirais, scientifiques, mathématiciens, philosophes. Donc c'est très... Voilà, je trouve que c'est une certaine cohérence. Voilà. Et donc nous sommes très heureux pour avoir cette conférence donc, autour de la mémoire, d'accueillir le professeur donc Brigitte Axelrad. Merci Madame d'être là. Quelques mots. Donc vous êtes professeur honoraire de philosophie, de sociopsychologie. Et vous êtes également vice-présidente de la FIS et membre du comité de rédaction, voire peut-être plus, pour le comité de rédaction ou responsable du comité de rédaction. Non, donc membre du comité de rédaction, ça vous suffit. Donc de la revue Sciences et Pseudosciences, dont au passage vous pouvez acheter quelques exemplaires. Donc c'est juste là et n'hésitez pas. Voilà, donc mille merci de votre présence, de votre intervention et mille merci à la FIS d'être là. Je passe la parole à Jean-Jacques Ingremont, qui organise ces réunions, ces soirées. Mille merci. Bonsoir à tous. Merci pour cette introduction. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette 3e conférence de la FIS à la mairie du 5e arrondissement. Je tiens tout d'abord à remercier l'équipe municipale et la mairie de nous accueillir ici ce soir. C'est un honneur. Et donc ce soir, nous allons parler de mémoire. Et c'est un sujet très important puisque notre mémoire, c'est une part importante de notre identité et que l'on prend souvent des décisions sur la base de ce que l'on croit savoir, c'est-à-dire ce dont on se souvient. Et notre mémoire n'est parfois pas aussi fiable que ce que l'on souhaiterait. On oublie des choses, on en déforme d'autres. Et je vous invite ce soir à vous demander si parmi tous vos souvenirs, vous êtes bien sûr que certains n'ont pas été un peu embellis ou influencés, voire réécrits. Et c'est pour y voir un peu plus clair sur la fiabilité de notre mémoire que nous invitons ce soir Brigitte Axelrad. Donc elle va nous présenter son exposé pendant 1h15 et ensuite, à l'issue, nous aurons un quart d'heure de questions. Merci beaucoup de votre présence, Brigitte. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation. J'espère que vous garderez tous un très bon souvenir et un vrai souvenir de cette soirée. Donc voilà, je vais vous exposer le thème d'aujourd'hui, c'est mémoire retrouvée ou faux souvenirs. Donc la question est ouverte avec toutes sortes de sous-questions, machine à remonter le temps ou pages constamment réécrites par nous, par d'autres, pour le meilleur ou le pire. J'ai écrit un livre qui s'intitule « Les ravages des faux souvenirs », qui a été édité par la collection Bookie Book en 2010. Donc c'est pas tout à fait récent, mais je pense que j'avais un petit peu fait le tour de la question à l'époque, sous la forme de questions-réponses d'ailleurs, pour informer absolument tout le monde, à la fois les personnes qui peuvent être concernées en tant que victimes collatérales, victimes proprement dites des thérapies de la mémoire retrouvée, ou encore les professionnels, les juristes, donc toute personne qui peut avoir affaire avec les faux souvenirs et leurs ravages. Ce livre a été traduit par la British False Memory Society en 2011 et publié à l'époque de leur assemblée générale avec une édition un peu augmentée par rapport à celle de Bookie Book. Voilà, donc dans
film, Les Pirates de la mémoire, Memory Hackers, c'est un film américain. On trouve cette phrase que j'ai choisi de mettre en introduction de mon PowerPoint. Les pirates de la mémoire, pendant une grande partie de l'histoire humaine, la mémoire a été vue comme un magnétophone qui enregistre les informations fidèlement et les rejoue intactes. Mais maintenant, les chercheurs ont découvert que la mémoire est beaucoup plus malléable, toujours en cours d'écriture et de réécriture, non seulement par nous, mais par d'autres. Nous découvrons les mécanismes précis qui peuvent expliquer et même contrôler nos souvenirs. Voilà, donc quelques éléments d'information en bref. J'ai écrit des articles publiés par l'Observatoire zététique de Grenoble, dont je fais partie, l'AFIS dans sa revue Sciences et Pseudosciences. Vous les trouvez aussi sur le site de l'AFIS, sur le mien. J'ai pu interviewer des chercheurs, 3 grands chercheurs américains sur la mémoire, et essentiellement les faux souvenirs, Elisabeth Loftus, Richard McNally, Scott Lilienfeld. Et nous avons publié un numéro spécial de Sciences et Pseudosciences, la mémoire manipulée, dans lequel des chercheurs et universitaires français avaient été aussi amenés à écrire, et aussi deux universitaires belges, donc Edwige Déon, spécialiste des faux souvenirs, et Jacques Van Drillard, qui a aussi consacré pas mal de temps à ce sujet. Et voilà, je fais des conférences un peu partout pour informer sur ces dérives. Alors la controverse, on l'a intitulée « La guerre des souvenirs ». Elle a commencé aux États-Unis. Certaines personnes adultes ont retrouvé au cours d'une psychothérapie des souvenirs d'abus sexuels qu'elles auraient subis pendant leur enfance. Or, certaines d'entre elles se sont ensuite rendues compte que ces événements ne s'étaient jamais vraiment produits et que ces souvenirs étaient donc de faux souvenirs. On les a appelés des rétractors. Ce phénomène s'est propagé en France et dans d'autres pays, pas seulement d'Europe, d'autres aussi. Dès lors, 2 camps ont émergé. D'un côté, certains thérapeutes soutiennent que ces souvenirs retrouvés sont vrais et que ceux qui pensent le contraire sont en déni. Et de l'autre, des psychothérapeutes scientifiques respectant les codes de déontologie, privilégiant l'evidence-based psychology et des chercheurs spécialistes de la mémoire montrent que la mémoire est fragile, suggestible, malléable, reconstructible et que par conséquent, tous les souvenirs retrouvés d'abus sexuels ne sont pas nécessairement vrais. Les premiers sont convaincus par la réalité subjective des récits de leurs patients, les seconds exigent des preuves objectives de ces récits. C'est cette controverse qui a engendré la guerre des souvenirs aux États-Unis dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui. En France, cette controverse est actuellement en plein essor, contrairement à l'impression qu'on pourrait avoir que rien ne se passe et que tout va bien. Elle est alimentée par les partisans de l'amnésie traumatique qui soutiennent que tous les souvenirs retrouvés jusqu'à des décennies après les faits incriminés sont vrais et que même en l'absence d'une corroboration indépendante, un seul témoignage suffit pour les authentifier. Bien sûr, je rappelle ceci qui est très très important, c'est qu'il ne s'agit évidemment pas ici de nier l'existence et la gravité des abus sexuels avérés. La lutte contre ceux qui les commettent doit être évidemment sans merci. Les définitions, pour qu'on s'y retrouve, faux souvenir, c'est le souvenir d'un événement qui n'a jamais eu lieu. Un souvenir retrouvé, c'est le rappel d'un souvenir perçu comme indisponible pendant une certaine période de temps et qui serait identique à l'événement passé. Un souvenir refoulé, c'est un souvenir qui serait rendu indisponible pour se protéger, mais qui pourrait être retrouvé par des thérapies d'inspiration freudienne. Et le faux souvenir induit par la suggestion thérapeutique expérimentale ou par d'autres voies, il peut être induit par des interrogatoires, des groupes de parole, la contagion sociale, l'autosuggestion aussi, on va le voir. La thérapie de la mémoire retrouvée, en fait, c'est une thérapie qui recouvre une grande variété de techniques thérapeutiques, mais elles se basent toutes sur 3 affirmations. La première, les symptômes actuels du patient sont causés par des expériences traumatisantes telles que des abus sexuels subis dans l'enfance. La deuxième, les souvenirs de ces événements ne sont pas conscients. Et 3, rendre ce souvenir conscient ou au moins reconnaître que le traumatisme s'est produit est essentiel à la réussite du traitement. Vous verrez que je m'appuie à chaque fois sur des recherches
des études qui ont été faites, et principalement américaines. Scott Lilienfeld, qui est un chercheur américain, donc, a écrit un livre qui s'appelle « Les 50 grands mythes de la psychologie populaire », dans lequel j'ai puisé les principaux mythes qui nous intéressent pour le problème des faux souvenirs. Tout d'abord, mythe 2, les victimes sont crédibles quand elles s'expriment avec émotion. Mythe 11, la mémoire humaine fonctionne comme un enregistreur ou une caméra vidéo stockant avec précision les événements vécus. Mythe 12, l'hypnose est une méthode utile pour retrouver les souvenirs d'événements oubliés. Mythe 13, les individus refoulent les souvenirs d'expériences traumatisantes. Et enfin, un dernier mythe, les médicaments et la chirurgie peuvent tuer les gens, mais un thérapeute ne pourra jamais blesser quelqu'un juste en lui parlant. Tout ça, ce sont des mythes. Voilà, donc j'illustre ma conférence, je ne l'ai pas dit en introduction, mais je l'illustre par des petits extraits de vidéos qui permettent de mieux comprendre, de mieux saisir ou de mieux imaginer le problème. Nous avons essayé, nous aussi, d'implanter un faux souvenir dans la tête de quelques spécimens avec lesquels nous avions tourné une séquence dans un cinéma. Quelques mois plus tard, nous les avons invités à un apéritif. À cette occasion, nous leur avons raconté une fausse anecdote soi-disant survenue lors du tournage. Nous leur avons fait croire que Luna, une petite fille devenue notre complice pour l'occasion, était présente dans le cinéma ce jour-là. Moi, je me souviens de toi, Luna. Et qu'elle avait renversé du café sur le pantalon de Luigi. Heureusement que tu te rappelles toi aussi. Au cinéma? Vous étiez là, vous, quand Luna nous servait les cafés, puis c'est avant qu'on tourne, quoi. Ah, Elle m'a renversé le truc. Pour bien implanter ce faux souvenir dans leur mémoire, nous avons utilisé une vraie photo du tournage, mais en y ajoutant la petite Luna. Durant l'été, nous avons envoyé ce photomontage, parmi d'autres photos souvenirs, à nos spécimens. À l'automne, nous leur avons demandé de nous raconter quelques anecdotes sur le tournage. La présence de la petite Luna, allait-elle faire partie de ces souvenirs? Notre expérience a-t-elle marché? Quand je suis arrivée, elle devait être à la caisse, donc je l'ai juste aperçue. Elle était dans la cage à l'entrée, où il y avait les biscuits, où on servait les cafés. Hein. Mais après, je me rappelle vraiment pas. Caroline, elle, ne se souvient pas de la tache de café, mais elle garde un souvenir très précis de Luna. Alors, Luna, je me souviens plutôt comme une petite fille un peu timide. Je l'ai pas personnellement beaucoup côtoyée pendant cette journée-là. Je me souviens d'elle quand elle est entrée dans le cinéma. Et je me souviens d'elle parce qu'elle voulait se rendre utile en aidant à distribuer les cafés. Donc elle a été rejoindre Chloé dans la petite cuisine et à la cafetière. Et par la suite, je l'ai personnellement pas beaucoup vue, mais je me souviens d'un moment en fait où elle était un peu recroquevillée vers Chloé, un peu. Donc je l'ai sentie assez timide en fait, et c'est l'image que j'en ai gardée d'elle. C'était une petite fille, visage un peu triste, en tout cas un peu fermé vers la machine à café. Durant cette interview, ce qu'on a essayé de faire avec vous, c'est de vous faire rappeler d'un souvenir qui est faux. Parce que la petite fille qui est sur cette photo, c'est une photomontage. C'est un photomontage. Il n'y a jamais eu de petite fille ce jour-là au cinéma. J'y crois pas. On l'a inventée de toutes pièces, cette petite fille. Et peu à peu, vous êtes arrivé à vous en souvenir. C'est hallucinant. Si c'est vrai, à quel point on est manipulé. Et là, ça me vexe un petit peu, en fin de compte. Si c'est vraiment vrai, je sais plus trop où est la vérité de la fiction. Et je suis impressionnée de voir à quel point on peut croire à une histoire aussi facilement. C'est-à-dire que la manière dont ça a été discuté, qu'on en a reparlé, pour moi, ça avait vraiment eu lieu. Ça avait vraiment eu lieu. Même si je l'avais pas vu moi-même, et heureusement que j'ai pas essayé de faire croire que je l'avais vu moi-même, parce que sinon je me sentirais encore plus mal. Mais c'est comme si vous vous en rappeliez de cette petite fille, ce jour-là. Complètement, tout à fait. Et j'ai vraiment l'impression, mais non, elle était là, je suis sûre qu'elle était là. Parce que je la revois vraiment vers la machine à café, donc j'ai vraiment cette image extrêmement présente à l'esprit.
Donc j'ai de la peine à imaginer qu'elle puisse ne pas avoir été là ce jour-là. Pour vous, elle était là. Pour moi, elle était là. Comme Caroline, personne n'est à l'abri d'un faux souvenir. Et votre mémoire en est certainement pleine. Donc les faux souvenirs, il faut donc voir que nos cerveaux nous jouent des tours. Les faux souvenirs concernent chacun d'entre nous. Par exemple, c'est l'histoire de Jean Piaget, grand psychologue, et d'Elisabeth Loftus, qui a fait des recherches sur la mémoire, des recherches expérimentales. Tous deux racontent un faux souvenir qu'ils ont eu quand ils étaient, pour Jean Piaget, quand il était adulte, mais un faux souvenir qu'il a gardé pendant une grande partie de sa vie. On lui avait raconté qu'il avait été enlevé. Et voilà, donc je ne lis pas toute la citation. Elisabeth Loftus, elle, avait en fait perdu sa mère, noyée dans la piscine, et elle pensait depuis toujours que c'était sa tante qui avait découvert le corps de sa mère noyée. Et puis un jour, à l'âge adulte, alors qu'elle a déjà commencé ses recherches sur la mémoire, un coup de téléphone d'un parent lui dit « Mais non, en fait, on s'est trompé, c'est pas ta tante qui a découvert le corps de ta mère, c'est toi. C'est toi qui l'as découvert, voici quelle preuve de ça. » Et donc Elisabeth Loftus se met à penser qu'effectivement c'est elle qui a découvert le corps de sa mère dans la piscine, et elle commence à organiser toute son histoire autour de ça, à dire bah oui, si je fais des expériences sur la mémoire, si elle m'intéresse autant, c'est probablement que moi-même j'ai été touchée par cette question des souvenirs et tout ça, et voilà, donc elle commence à broder autour de ça, et puis quelque temps plus tard, un nouveau coup de fil lui dit non, mais finalement c'est pas vrai, c'est pas toi qui as découvert le corps de ta mère, c'est vraiment ta tante, c'est pas toi, preuve que ici, preuve là. Et Elisabeth Loftus dit mon univers s'est effondré parce que j'avais tout construit peu à peu autour de ça. J'avais donné un sens à ma vie, un sens à mes recherches, et voilà, en me disant que non, ce souvenir était faux. Voilà, donc je me suis trouvée un petit peu comme dénudée. Elle dit quand il s'avéra que ce souvenir n'était qu'une fiction, je suis profondément déçue. J'éprouvais un étrange attachement au film coloré de ma vérité narrative inventée. Voilà, donc j'ai mis les références de ces deux chercheurs. Un autre exemple, c'est Susumu Tonegawa, qui est un prix Nobel, chercheur américain sur la mémoire, et qui raconte, donc prix Nobel de médecine, il cite souvent un fait divers pour illustrer la précarité de la mémoire. Une jeune femme était en train de regarder la télévision quand un homme s'est introduit dans son appartement et l'a violée. Lorsqu'elle a porté plainte, elle était persuadée d'avoir reconnu son agresseur, un psychologue australien renommé, mais celui-ci disposait d'un bon alibi. Il passait en direct à la télévision au moment du crime. La victime, qui regardait alors la télévision, l'avait faussement associé au souvenir de l'agression. Donc nous modifions naturellement nos souvenirs à chaque rappel, et là c'est un petit extrait vidéo de Pascal Roulet, qui est un neurobiologiste au CNRS de Toulouse, donc est le pêcheur marseillais. Comment se fait-il que les millions d'années d'évolution n'aient pas conduit à une machine à souvenirs plus fiable? Un ordinateur, lui, stocke définitivement et sans erreur des milliards de données. Sommes-nous condamnés à être trahis par notre propre cerveau? Pascal Roulet, qui mène ses recherches à l'université de Toulouse, sonde depuis des années les mécanismes à l'origine de cette imperfection. Il a fait une découverte incroyable. Nous modifions nos souvenirs quand nous les utilisons. Se rappeler change le souvenir. Il appelle cela le syndrome du pêcheur marseillais. On va prendre un pêcheur, il prend un poisson de 10 cm. Donc il va mémoriser l'information, j'ai pris un poisson de 10 cm. Le lendemain, si quelqu'un l'interroge sur ce qu'il a pris la veille, comme il est marseillais, il va avoir tendance à exagérer un petit peu. Donc il va répondre 20 cm. Le problème, c'est qu'il va mémoriser l'information initiale plus l'exagération. Donc il va mémoriser en mémoire à long terme un poisson de 20 cm. Quand une semaine plus tard, on va lui demander « qu'avez-vous pris il y a une semaine ?», il va se souvenir d'un poisson de 20 cm. Et comme il est marseillais, il va rajouter un petit peu, et donc ça va faire un poisson de 30 cm. Et il va stocker cette information de nouveau en mémoire à long terme.
Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a une évolution progressive du souvenir. À chaque fois qu'on va réactiver le souvenir, eh bien, on va ajouter des petits éléments et le souvenir initial et le souvenir final peuvent être très différents. À chaque fois que l'on se souvient d'une situation, une modification, un nouveau détail est susceptible de se glisser dans le souvenir. Il y a 15 ans, Pascal Roulet et d'autres chercheurs ont découvert le mécanisme qui explique cette étrange propriété de notre mémoire. En remontant à la surface, un souvenir redevient momentanément fragile et malléable. Alors, lorsqu'une information arrive dans votre cerveau, cette information va être consolidée pour créer un souvenir. Ce qu'on a découvert dans les années 2000, c'est lorsqu'on rappelle ce souvenir, il remonte à la surface et il devient fragile. Ce souvenir fragilisé va pouvoir intégrer de la nouvelle information de l'environnement et pour être stabilisé de nouveau en mémoire, il doit subir le mécanisme de reconsolidation. On a donc ici une fenêtre temporelle où le souvenir peut être modifié. Voilà, donc des faux souvenirs fabriqués. Elisabeth Loftus a montré la facilité de suggérer des faux souvenirs par manipulation mentale, c'est ce qu'elle appelle des faux souvenirs enrichis. Il s'agit de souvenirs autobiographiques vrais dans lesquels on a introduit des faux souvenirs, certains vraisemblables, d'autres invraisemblables. Elle a fait des expériences telles que perdu dans un centre commercial ou encore Bugs Bunny à Disneyland, voyage en ballon avec son père, léché par Pluto, etc. Bon, je ne reviens pas sur toutes ces expériences, sauf ici où je laisse la parole à Elisabeth Loftus qui va raconter l'une d'entre elles. La plupart des chercheurs actuellement dans le domaine de la mémoire considèrent effectivement que la mémoire c'est un processus de construction. Quand on met en mémoire, on construit un souvenir en fonction de nos croyances, de nos valeurs, de nos buts, de nos conflits. Et de la même manière, quand on récupère un souvenir, on va récupérer ce qui correspond à nos buts, nos croyances, nos valeurs. Donc c'est vraiment un processus de construction. On est loin de la métaphore de l'ordinateur ou de l'appareil photographique. Vous voulez dire quoi, du disque dur qu'on aurait... Voilà, on construit nos souvenirs. Une chercheuse américaine a poussé l'exercice plus loin. Elle a réussi à implanter sciemment dans la mémoire de plusieurs personnes le souvenir d'événements qui ne s'étaient jamais produits. L'une des choses qui m'a impressionnée, c'est que lorsque nous avons essayé d'implanter des souvenirs totalement faux dans la tête des gens, j'ai pu constater à quel point c'était facile à faire. Par exemple, nous avons réussi à faire croire à des gens que lorsqu'ils avaient 5 ou 6 ans, ils s'étaient perdus dans un centre commercial, en leur mentionnant un lieu précis et en citant des personnes présentes. Nous avons réussi à ce que ces gens se souviennent de cette expérience qui était totalement inventée. Et pour y parvenir, nous leur avons dit que leur mère ou leur père nous avait raconté ce qui leur était arrivé quand ils avaient 5 ou 6 ans. Et nous leur avons demandé ce dont ils se souvenaient. Ensuite, nous leur avons raconté quelques détails de cette histoire inventée, cette expérience de s'être perdu, d'avoir peur, d'avoir pleuré, et puis d'avoir été retrouvés et remis à leur famille. Quand nous avons fait ça pour la première fois dans les années 90, une personne sur 4 a cru à notre histoire et s'est mise à se souvenir partiellement ou totalement de cet événement inventé. Dans une autre expérience, des chercheurs ont emprunté une photo tirée de l'album familial de plusieurs spécimens. À partir de cette image et grâce à un montage, ils ont créé de toutes pièces une photo représentant un tour en montgolfière. Quelques jours après, les scientifiques ont demandé aux spécimens de se replonger dans leur enfance et de commenter leur album. En voyant la photo truquée, une bonne partie d'entre eux se sont souvenus de leur voyage en montgolfière alors que celui-ci n'avait jamais eu lieu. Et plus étonnant encore, ils l'ont raconté avec de nombreux détails. Nous avons donné un nom à ce phénomène. C'est une inflation de l'imagination. Parce que notre recherche a démontré qu'en incitant par exemple des gens à imaginer qu'ils étaient tombés quand ils étaient petits et avaient cassé une vitre avec leurs mains, on les amène à être plus confiants et à croire plus tard que cet événement est réellement arrivé. C'est donc à ça que peut aboutir l'imagination.
Et lorsqu'on demande plus tard à ces gens s'ils ont cassé une fenêtre, ça résonne en eux comme quelque chose de familier. Ils croient que c'est vraiment arrivé. Mais cette familiarité est due au fait qu'on leur a fait imaginer cet événement en les aidant à construire ce processus imaginaire. Elisabeth Loftus a montré que les faux souvenirs peuvent être créés avec les mêmes techniques utilisées par certains thérapeutes pour la recherche des souvenirs refoulés. Par exemple, l'imagerie guidée, l'interprétation des rêves, etc. Il faut, pour ceci, rendre l'événement plausible, recueillir auprès de la famille le récit d'événements véridiques et ajouter un événement inventé, raconter plusieurs fois l'histoire enrichie, embellie, avec des détails sensoriels, inflation de l'imagination. Nous utilisons les détails sensoriels comme des indices de la réalité des souvenirs. Ensuite, demander au sujet de raconter leur histoire plusieurs mois plus tard. Mais bien évidemment, l'éthique interdit de faire certaines expériences. Impossible d'implanter un faux souvenir d'abus sexuels. Aucune expérience, par ailleurs, n'a pu être faite sur le processus mental de déconditionnement par lequel on prend conscience de la fausseté du souvenir. C'est la question que j'avais posée à Elisabeth Loftus à l'époque où je l'avais rencontrée. Avoir, par exemple, donc je reprends l'expérience qu'elle a faite, avoir rencontré Bugs Bunny à Disneyland. Alors tout d'abord, c'est très simple, elle présentait à des sujets une affiche publicitaire de Disneyland avec intégré l'image de Bugs Bunny en haut à droite. Et donc elle leur demandait de lire l'affiche et puis quelques temps plus tard, elle les interrogeait et au bout de quelques mois, on vérifie le The Bunny Effect, à savoir que plus de 60% des personnes adultes testées qui sont allées à Disneyland dans leur enfance se rappellent y avoir serré la main de Bugs Bunny, 50% l'avoir serré dans leurs bras, 69% lui avoir touché l'oreille. Or, c'est un souvenir impossible puisque Bugs Bunny appartient à la Warner Bros. Et pas à Disney, donc ne peut pas être rencontré à Disney. La fragilité de la mémoire et la distorsion des souvenirs. Elle peut avoir des conséquences très importantes. Possibilité de manipulation de la mémoire par suggestion, particulièrement au cours d'une psychothérapie, accusation erreur judiciaire causée par des témoignages erronés ou même de faux aveux. Aux États-Unis, the National Registry of Exonerations est une liste des procès basés sur de fausses accusations, des témoignages erronés, des faux aveux, des faux souvenirs. Et il y a aussi The Innocence Project, organisation nationale dont la vocation est de disculper grâce aux tests ADN des personnes condamnées à tort et de réformer le système de justice pénale pour empêcher les injustices futures. Par ailleurs, Julia Shaw est une jeune chercheure qui a fait des recherches sur une étude sur les aveux. Les aveux ne sont pas toujours vrais. C'est une expérience qu'elle a menée avec Stephen Porter en 2015. Les modalités de l'expérience, donc il s'agit de prendre 60 sujets innocents de 20 à 31 ans. Et innocents, c'est-à-dire qu'il a été vérifié dans l'histoire, auprès de leur famille, dans leur histoire, leur jeunesse, jusqu'à l'âge de 20 à 31 ans, qu'ils n'ont commis aucun délit. Donc on prend ces 60 sujets et en 3 séances de 40 minutes espacées d'une semaine, en utilisant la suggestion mais aucune pression, on obtient les résultats suivants. 76% ont avoué un délit qu'ils n'avaient pas commis, ils en ont des souvenirs et ils en font des récits vifs et détaillés, et on n'a relevé aucun trait de personnalité particulier des sujets. Donc les conclusions que donne Julia Shaw à son étude, nous pensions que nous aurions un taux de réussite d'environ 30% et nous avons fini par en avoir plus de 70%. Voilà, donc le débriefing au début, bien sûr, les sujets, comme tout à l'heure, ont eu du mal à admettre que c'était un faux souvenir et puis peu à peu, ils en prennent conscience. Voilà, donc elle raconte ça dans cette expérience dans son livre aussi, en plus de l'étude. Les techniques peuvent-elles différencier un vrai d'un faux souvenir ? C'est un des grands défis de la recherche sur la mémoire humaine, dit Elisabeth Loftus. Au cours des dernières décennies, les scientifiques cognitifs se sont tournés vers les neurosciences dans l'espoir d'apprendre ce que le cerveau peut révéler sur la mémoire et la cognition. On utilise 3 techniques de neuroimagerie, les plus largement utilisées pour l'étude de la mémoire humaine,
potentiel évoqué, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, les électrodes implantées chirurgicalement qui enregistrent l'activité électrophysiologique chez les patients épileptiques. Donc les 3 techniques sont utilisées, mais, dit Elisabeth Loftus, à notre connaissance, personne n'a développé une procédure neurophysiologique qui peut être utilisée pour prédire si un souvenir est vrai ou faux. Nous considérons cela comme une orientation importante pour la recherche future. Voilà, donc c'est dans cette étude. Elisabeth Loftus, donc dans le New Scientist, a été interviewée. Donc, Alison George lui demande « Existe-t-il un moyen de distinguer un faux souvenir d'un vrai souvenir ?» Elle dit « Sans corroboration indépendante, on ne peut pas faire la différence entre un faux souvenir et un vrai. L'imagerie cérébrale pourrait-elle être un jour utilisée pour le faire ?» Elisabeth Loftus répond « J'ai collaboré à une étude d'imagerie cérébrale en 2010 et la conclusion extraordinaire que nous avons obtenue est que les configurations neuronales étaient très similaires pour les souvenirs vrais et faux. Nous sommes très loin d'être en mesure d'examiner l'activité du cerveau de quelqu'un et de classer de manière fiable un souvenir authentique par rapport à celui qui a surgi à travers un autre processus. » Alors, peut-on différencier vrai et faux souvenirs ? Oui, si on peut vérifier, et c'est fondamental, hein, c'est le cœur du sujet, si on peut vérifier que l'événement remémoré s'est réellement produit, avec des témoignages, des examens cliniques, la présence de traces, ADN, etc., ce qui constitue la corroboration ou confirmation indépendante du récit lui-même, mais non pour la majeure partie des souvenirs retrouvés en thérapie qui n'avaient jamais existé jusque-là et qui portent sur des événements qui se seraient passés 20 à 30 ans auparavant. Les critères invoqués de clarté, précision, vivacité, émotion qui accompagnent le récit ne sont pas probants. Un faux souvenir peut être aussi clair, précis, vif, émotionnel qu'un vrai. La force de conviction ne réduit pas l'erreur. Le problème, bien sûr, ce n'est pas que tous les souvenirs induits ou retrouvés soient faux. Le problème est que la probabilité qu'ils soient faux n'est pas négligeable et qu'il n'y a aucun moyen de le vérifier en dehors d'une corroboration indépendante. Donc, autre petit extrait de vidéo que je vous présente. Peut-on différencier vrai et faux? Comme Caroline, personne n'est à l'abri d'un faux souvenir. Et votre mémoire en est certainement pleine. Vous pouvez donc vous demander comment faire pour distinguer un souvenir réellement vécu d'un souvenir inventé. L'une des choses les plus difficiles à accepter concernant notre mémoire, c'est que, sans vérification, il n'y a aucun moyen valable de savoir si un souvenir est vrai ou s'il est produit de l'imagination, des rêves ou d'un autre processus. Alors si on trouve un événement objectif qui prouve que le souvenir est faux, par exemple une impossibilité sur le plan géographique, biologique ou psychologique, alors on sait que ce souvenir est inexact. Mais sans cet événement objectif, il est quasiment impossible de faire la différence entre un vrai souvenir et un faux. Voilà, donc les faux souvenirs induits par les thérapies de la mémoire retrouvée. Pourquoi et comment rechercher des souvenirs en thérapie? Donc, en fait, cela vient d'un mythe psychiatrique qui est né en 1890, l'idée du souvenir oublié comme cause des troubles psychiques. La suggestion hypnotique déclencherait la remémoration de l'événement traumatique oublié. Ensuite, en 1895-1908, Breuer et Freud pensaient qu'il fallait forcer la mémoire à retrouver la réminiscence inconsciente, puisqu'ils ont appelé le souvenir refoulé. Au moyen de l'hypnose, de toute autre technique suggestive apparentée, c'était au départ l'imposition des mains, ensuite l'écriture ou la parole automatique, puis le rêve éveillé, puis les associations libres. Le faux souvenir induit, donc c'est un souvenir d'abus sexuel retrouvé en thérapie 20 à 30 ans après l'événement incriminé, alors qu'il n'avait jamais existé auparavant. Le faux souvenir affecte principalement des femmes, d'après les études qui ont été menées aux États-Unis. Leur moyenne d'âge est de 32 ans. Il les conduit à accuser leurs parents. Cela ne signifie pas qu'il n'existe pas de vrais souvenirs d'abus sexuels ni que les abus sexuels n'existent pas, bien sûr.
Donc, enquête effectuée aux États-Unis en mars 2001, publiée dans The Journal of Nervous and Mental Disease en août 2004. Le phénomène des faux souvenirs se répand aux États-Unis à partir des années 80-90, puis il envahit plusieurs pays. Dès son apparition, il va être étudié par des chercheurs tels que Loftus, McNally, Schachter, Spanos, Kandel. Donc, dans ces livres, j'en ai donné quelques exemples. Donc, ici, les histoires de cas étudiées par Elisabeth Loftus. Tous les souvenirs retrouvés en thérapie ne sont ni vrais ni faux par définition, mais justement, l'hypothèse du doute doit toujours être posée. Elisabeth Loftus, Sofsche, Pendergrass, Yavko rapportent des cas où cette hypothèse ne l'a pas été. Par exemple, j'en ai pris uniquement deux exemples, Holly Ramona, Beth Rutherford. En 1989, Holly Ramona est une étudiante en psycho. À 19 ans, elle consulte une thérapeute pour boulimie et dépression. La thérapie est accompagnée d'injections de pentotal, familièrement appelé sérum de vérité, est censée garantir la véracité des souvenirs. Au bout de quelques mois, Holly retrouve le souvenir ignoré jusque-là d'actes d'inceste commis par son père entre 5 et 8 ans. La thérapeute organise une séance de confrontation entre Holly et son père au cours de laquelle elle l'accuse, puis elle porte plainte contre lui. La famille Ramona est détruite, les parents divorcent, puis grâce au témoignage d'Elisabeth Loftus au procès, le père de Holly est disculpé. Le thérapeute est condamné à $1,5 million de dommages et intérêts, mais Holly Ramona ne renie rien de ces accusations. Elle s'installe comme thérapeute, spécialiste des troubles alimentaires et des abus sexuels. 1992, Beth Rutherford, infirmière dans le Missouri, elle est stressée par son travail d'infirmière, elle consulte une psychothérapeute. Au fil des séances de thérapie, elle découvre qu'elle a été violée plusieurs fois par son père entre 7 et 14 ans et qu'il lui a fait subir un avortement. Accusé, le père perd son emploi, risque 7 ans de prison. Plus tard, elle revient sur ses accusations. Des examens médicaux montrent qu'elle est encore vierge, que son père a subi une vasectomie avant les événements incriminés. 1996, après un procès, le psy est condamné à verser $1 million. Elle en tire, Beth Rutherford en tirera la conclusion dans son journal. Le pouvoir de la suggestion est sous-estimé. C'est comme si l'on entrait chez un médecin avec une migraine et que l'on en sorte amputé de ses bras et de ses jambes. L'évolution du phénomène aux États-Unis, donc il y a un pic en 1990-93, puis ensuite un déclin, mais pas une disparition. Vous le voyez, donc 90-93, donc ces résultats ont été obtenus à partir de 1731 réponses sur 4400 questionnaires envoyés par la False Memory Syndrome Foundation américaine à ses adhérents en 2004. Pourquoi ce déclin aux États-Unis alors qu'il persiste en France, en Grande-Bretagne, dans d'autres pays? La création de la False Memory Syndrome Foundation en 1992 à Philadelphie face au Recovered Memory Movement en 1980. La constitution d'un comité scientifique de la FMSF dont font partie entre autres Martin Gardner, James Randi, Fred Frankel, Elisabeth Loftus, Paul McHugh, Richard McNally, avec le soutien du Skeptical Inquirer et la publication de nombreux livres et études sur ce sujet, les recherches en psychologie scientifique et en neurosciences continuent. L'information des professionnels, des journalistes, des juristes, etc., les procès surtout de certains thérapeutes de la mémoire retrouvée qui prennent le pas sur les procès des parents accusés par leurs enfants. Mais dernièrement, donc 31 mai 2018, une nouvelle étude montre que la controverse continue. Il y a eu un déclin, mais ça ne s'est pas arrêté pour autant. Enquête sur la récupération de la mémoire en thérapie aux États-Unis, Laurence Patillis, Mark Pendergrast. Échantillon représentatif de 2326 adultes ayant fait une thérapie. Donc la première question, pendant la thérapie, est-ce que votre thérapeute a évoqué la possibilité que vous auriez été abusé dans votre enfance mais en auriez refoulé les souvenirs? Réponse, 26% de oui en 90-94, 20% de oui en 2015-2017. Deuxième question, pendant la thérapie, est-ce que vous avez retrouvé des souvenirs d'avoir été abusé dans votre enfance alors même que vous n'en aviez jamais eu le souvenir? Réponse, 18% de oui en 90-94, 9% de oui en 2015-2017. Les participants qui ont rapporté que les thérapeutes discutaient de la possibilité de souvenirs refoulés d'abus
étaient 20 fois plus susceptibles de signaler des souvenirs d'abus récupérés que les autres. Les souvenirs de maltraitance retrouvés étaient associés à la plupart des types de thérapies. Donc je donne en conclusion, Pattis et Pendergrast apportent la preuve, en 2018, qu'aux États-Unis, la controverse concernant les souvenirs refoulés d'abus sexuels n'est pas résolue, contrairement à ce qu'on entend parfois. Les ravages et thérapies de la mémoire retrouvée, donc ça c'est un livre britannique sur le sujet. Donc les thérapies de la mémoire retrouvée aggravent le plus souvent l'état des patients. Donc vous voyez dans ce tableau, j'ai vraiment pris que l'essentiel. Donc l'état des patients ont des pensées suicidaires avant les thérapies à 10%, 67% après la thérapie, donc de la mémoire retrouvée, ont un emploi 83% avant, 10% après seulement, sont mariés 93% avant, 64% le reste après, ont la garde de leurs enfants, donc là aussi ça décroît, mais surtout ce qui est essentiel, c'est rompre avec leur famille à 100%. Donc voilà la source de l'étude par Lilienfeld et Kelly Lambert. Elisabeth Loftus, en 1997, a examiné 30 cas choisis au hasard parmi 670 demandes soumises au programme d'indemnisation des victimes de Washington. 26 avaient récupéré un souvenir d'abus au cours de la thérapie, 30 étaient encore en traitement après 3 ans, 18 après plus de 5 ans. Après le traitement, 20 étaient suicidaires, alors que c'était seulement 3 avant. 11 ont été hospitalisés alors que c'était seulement 2 avant le traitement. 8 pratiquent l'automutilation. Tous les cas, rupture de mariage. Il semble que dans ces cas, la récupération a eu des effets indésirables graves. Le scénario des TMR, donc thérapie de la mémoire retrouvée. Les thérapeutes de la mémoire retrouvée poussent leurs patients à accuser souvent publiquement leurs parents. Ils estiment que c'est l'étape thérapeutique nécessaire. Ils les incitent à rompre avec leurs parents, leurs amis, tous ceux qui doutent des accusations, à persuader leurs frères et sœurs de se mettre dans leur camp. Ils disent que ce genre de choses arrive dans les meilleures familles. Conséquences, explosion de la famille, détresse des parents, dépression, suicide fréquent, aggravation de l'état du patient. Le thérapeute prend ainsi auprès du patient la place occupée jusque-là par les parents, qui sont maintenant qualifiés de toxiques. Le rôle de la suggestion, donc suggestion et faux souvenirs induits. Bien sûr, l'influence commence dès l'entrée en thérapie, quelle qu'elle soit. Ceci n'est pas un défaut. Le principe de neutralité est une illusion. Tout thérapeute influence, Jacques Von Riller le dit. Mais dans le cas des TMR, les thérapeutes utilisent divers procédés suggestifs non validés pour, disent-ils, faire parler l'inconscient, faire surgir le refoulé. Pour eux, les souvenirs spontanés n'ont pas d'intérêt, donc ils utilisent différents procédés tels que l'imposition des mains, ça existe encore, l'association libre, la régression, le rebirth, l'interprétation des rêves, etc. Le jeu de rôle, thérapie de groupe, photo de famille, c'est très important. Une photo de famille, ça permet de retrouver le passé avec des flashs tenus d'un journal. Et des procédés tels que, on va le voir, la canalisation ou encore l'hypnose avec régression à un âge antérieur, des interrogatoires répétitifs, des questions biaisées. Donc en ce qui concerne la canalisation, je vais vous montrer là dans la suite 2 extraits d'une émission Les Infiltrés qui avait été faite par une journaliste de France 2 qui s'était en fait introduite chez une thérapeute connue pour pratiquer la thérapie de la mémoire retrouvée ou faux souvenirs. Le rapport 2007 de la mission gouvernementale qui lutte contre les dérives sectaires pointe du doigt une nouvelle pratique, les faux souvenirs induits. Un phénomène très inquiétant. Le faux souvenir induit résulte de techniques d'autosuggestion. En clair, le praticien manipule la mémoire et suggère à son patient qu'il a été victime d'agressions sexuelles ou de maltraitance dans son enfance. Je contacte une thérapeute réputée pour pratiquer ce genre de manipulation. Pour obtenir un rendez-vous, je lui dis souffrir d'un problème d'ordre sexuel. J'aimerais bien savoir d'où ça vient, pourquoi ce blocage, pourquoi les choses ne vont pas à ce niveau-là. Entendu, donc à la gare le 19 à 17h. Je vous remercie, madame. Direction une ville moyenne de province. La thérapeute reçoit chez elle. Ici, pas de plaque. Apparemment, la praticienne travaille en toute discrétion. Voilà. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Des problèmes de sexualité? Voilà. Je suis incapable de conserver un homme. Baisse de désir, problèmes intimes, rejet de l'autre.
La thérapeute me donne une première explication. Le dégoût, ça surgit pas du néant. Hein. Le dégoût, c'est lié à des souvenirs dégoûtants. En général, ils ont été refoulés, bien refoulés. C'est-à-dire, Ça veut dire que vous avez été en contact avec la sexualité d'un adulte ou d'un adolescent plus âgé que vous pendant votre enfance ou votre adolescence, qui vous a fait des choses que vous avez trouvées dégoûtantes, tellement dégoûtantes que vous avez tout oublié apparemment. Je m'en souviendrai. À peine 2 minutes d'entretien et déjà cette thérapeute me parle d'une agression dont j'aurais été victime durant mon enfance. Et comme je n'en ai aucun souvenir, elle en profite et va plus loin. Vous pensez à quoi? Moi je pense que, c'est pas que je pense d'ailleurs, c'est que je sais, pour avoir travaillé sur cette question depuis les années 80, quand on subit un choc très grave, un des modes de défense, une façon de se protéger psychiquement, c'est de tout oublier. Selon la thérapeute, l'auteur de cette agression serait même l'un de mes proches. Pourtant, je lui dis n'en avoir aucun souvenir. Rien de plus normal, selon elle. Le psychisme fabrique ce refoulement, en général, parce que ça implique une personne proche. Un ami de la famille ou quelqu'un de la famille. 20 petites minutes auront suffi à la thérapeute pour m'inventer de faux souvenirs et pas des moindres. Mais ce n'est pas tout. Elle dit être en mesure d'identifier précisément cet agresseur. Dernière étape, elle va tenter de lire en moi. On peut terminer cette première séance par un travail de canalisation. Je m'assois à côté de vous avec un bloc et votre inconscient va me transmettre des informations. C'est comme si vous me parliez à haute voix, sauf que vous dites rien, vous vous êtes détendu. Et je reçois ces informations et je les note. Hein? Donc ça permet de gagner du temps quand les souvenirs sont refoulés. Vous soyez prête éventuellement à apprendre des choses qui ne sont pas forcément plaisantes. Là, je pense que vous êtes venu de Paris pour ça éventuellement. La thérapeute vient donc s'asseoir à mes côtés. Hein? Vous asseyez bien. Asseyez-vous au fond, là. On va laisser votre inconscient s'exprimer librement sur le sujet. D'accord. Baillez, détendez-vous. Et puis, quand vous vous sentirez plus détendu, vous pouvez mettre votre main gauche sur mon épaule. C'est parti. La main de la thérapeute écrit ce que je suis censée penser. En moins de 5 minutes, elle a déjà décodé ce que soi-disant mon cerveau lui a envoyé comme information. Ça commence très clairement. Il y a un viol dans ce moulin. Je ne sais par qui, je ne sais comment. Je dors. Je me suis endormie l'après-midi. Est-ce lui, mon grand-père? Ça me terrifie de le savoir, je ne veux pas. Expirez. Après 45 minutes de consultation, le coup de grâce. La thérapeute veut me faire croire que le violeur serait mon grand-père. Là encore, je lui dis n'en avoir aucun souvenir. Mais visiblement, ça ne la dérange pas. Elle persiste. Je m'en souviens pas. Ça aurait été à quel âge? Avant 8 ans. Michael Yapko analyse les croyances de 850 psychothérapeutes. 75% pensent que l'hypnose permet aux gens de se souvenir avec précision de choses dont ils ne pouvaient se souvenir autrement. 54% pensent que l'hypnose peut être utilisée pour récupérer des souvenirs d'événements réels dès la naissance. Voilà, donc c'est une étude qui a été faite il y a longtemps, 94. Bon, ça c'est autre chose. Donc,
Les spécialistes avertis contestent cette croyance. Par exemple, Jean-Marc Benayem, qui est un des spécialistes de l'hypnose en France, écrit « L'hypnose peut créer de faux souvenirs parce qu'elle a pour objectif le soulagement de la souffrance, mais ces souvenirs n'ont aucune valeur pour la police ou la justice. Ils sont fabriqués de toutes pièces. La vraie application de l'hypnose n'est pas la remémoration, mais l'oubli. La plupart des pathologies obsessionnelles, les regrets, la rumination, les plaintes, les culpabilités et les douleurs attendent leur remède, l'oubli. » Voilà, donc troisième exemple, les interrogatoires répétitifs. Donc il s'agit d'une petite émission prise directe France 2 avec Philippe Jean Parquet, professeur de psychiatrie. Bernard, Stéphanie, un consultant international, une avocate brillante, comment ont-ils pu se laisser piéger à ce point-là? Pour le comprendre, nous avons fait appel à un spécialiste de la manipulation mentale, Philippe Jean Parquet. Il est professeur de psychiatrie. Nous le retrouvons à l'ancienne faculté de médecine de Paris. Voilà, l'iconographie de la scène. Les faux souvenirs, il en a entendu parler pour la première fois lors d'un congrès aux États-Unis. C'était en 1989. Ce qui est toujours stupéfiant, c'est le fait que des gens qui ont un haut niveau intellectuel, qui ont une insertion sociale de qualité, qui n'ont pas de vulnérabilité apparente, qui n'ont pas de troubles majeurs, puissent être ainsi mis sous emprise mentale. C'est-à-dire que le fait de la technique de l'emprise mentale fait qu'on abolit tout sens critique. Philippe Jean Parquet a décortiqué la méthode de ces pseudothérapeutes. Pour induire des faux souvenirs, le procédé est toujours le même. Partir d'un élément vrai, une gifle par exemple, et broder une histoire. Cette claque que vous avez reçue une fois, dont vous vous souvenez, etc., je peux parfaitement, si j'étais un thérapeute souhaitant vous mettre sous emprise, dire « mais vous vous souvenez que de celle-là ». Mais vous ne pensez pas qu'il y en a eu d'autres? Alors vous dites « oui, il y en a peut-être eu d'autres ». Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y en a eu d'autres qui ont pris un caractère un peu plus érotique? Est-ce que vous ne pensez pas que votre père ou votre mère y prenaient du plaisir? Est-ce que vous ne pensez pas que là, il y a une dimension sexuelle qui était là? Et pour une petite fille comme vous, est-ce que c'est pas quelque chose de terriblement dangereux, terriblement stressant, terriblement désorganisant? D'ailleurs, si vous vous en souvenez pas, c'est parce que c'était très traumatisant. CQFD. Le faux souvenir vient d'être créé. Les résultats de la manipulation réussie, si on peut dire, c'est le scénario d'une emprise mentale et d'une dérive sectaire. Au départ, le patient est souvent incrédule, donc c'est le scénario. Son enfance a été heureuse. Ensuite, en quelques séances, il admet que l'abus est la cause de ses symptômes. Le thérapeute le pousse alors à se confronter aux parents incriminés. Il prévient le patient que celui-ci sera peut-être dans le déni et il l'incite à l'accuser, à rompre avec lui, puis avec sa famille, ses amis, tout son entourage familier. Telles sont les conditions, dit-il, de la guérison. Le patient est alors isolé, vulnérable, sous la dépendance exclusive du thérapeute. Les principales raisons de l'adhésion du patient à la thérapie: il est engagé dans un processus dont le thérapeute lui dit qu'il lui apportera la guérison. Il a l'autorité de la blouse blanche, des titres, des diplômes, il est perçu comme médecin des âmes, etc. Le patient a le sentiment d'être libre. Il est venu librement en thérapie, il subit une pression insidieuse, on lui donne une interprétation de ce qu'il vit qui le rend vulnérable. Il se voit comme une victime inconsciente d'un pouvoir abusif, parents, famille, culture punitive, coercitive, etc. Et il abandonne sa responsabilité par soumission à l'autorité. Donc c'est l'analyse qu'en fait Joule et Beauvois dans le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. La suggestion du thérapeute, elle est verbale ou non verbale, d'autant plus efficace qu'elle est imperceptible. Bien sûr, il se crée un lien affectif intense au thérapeute, ce que Freud appelait le transfert psychanalytique. C'est un rapport magnétique, un rapport d'attachement. La difficulté à sortir des faux souvenirs, donc l'enquête a été faite aux États-Unis, donc j'ai mis la référence ici, 2004. Le constat, 8% seulement reviennent et se rétractent au bout de 5 à 6 ans en moyenne. On les appelle des retractors. Vous voyez que sur le cercle, donc 8% par rapport à 36% qui sont les returners, c'est-à-dire ceux qui reviennent dans leur famille mais ne reviennent jamais sur leurs accusations. Et puis les autres, les refusers, la majorité, ne reviennent sur rien, ni dans la famille, ni sur les accusations.
Pourquoi est-il très difficile de sortir d'une thérapie de la mémoire retrouvée? Eh bien parce que essentiellement il faut surmonter la dissonance cognitive. Il faut déjà avoir pris conscience d'être sous influence, ne plus l'être tout à fait, oser prendre le risque de se contredire en revenant sur ses accusations, oser reconnaître que l'on s'est trompé vis-à-vis de soi-même et devant les autres, et ceci c'est évidemment très très difficile. Donc les difficultés, c'est l'isolement et la fragilisation produits par la thérapie, et le constat qu'on peut faire, c'est que ceux qui en sortent en gardent souvent des traces. Sociologie des victimes, donc j'ai donné l'exemple de 2 ouvrages de Paul McHugh. La sociologie des patients des TMR, donc le niveau d'étude des patients qui accusent leurs parents, les 2 tiers ont suivi des études universitaires, donc une étude universitaire de 2e cycle, pas seulement de premier cycle. La résistance, donc on note que la résistance à la manipulation n'est pas corrélée avec le niveau d'études. On s'étonne souvent du fait que en ayant un bagage universitaire élevé ou un bagage élevé, on ne résiste pas à la manipulation, mais bon, ça c'est une des difficultés de l'étude. La sociologie des parents accusés, donc profil social des parents accusés, classe moyenne à 90%. Donc vous le voyez. Donc généralement d'ailleurs, bien sûr, puisque les enfants qui accusent leurs parents dans ce cadre-là des thérapies de la mémoire retrouvée, les enfants sont des enfants adultes qui ont, donc on l'a vu, une moyenne d'âge d'une 30aine d'années. Évidemment, les parents qui sont accusés sont déjà en retraite. Donc les personnes accusées, les résultats obtenus à partir de 1731 réponses sur 4400 questionnaires envoyés par la FMSF à ses adhérents. Donc à 82%, c'est le père, 9,6% c'est la mère, mais le plus souvent, elle est accusée de complicité, c'est-à-dire d'avoir laissé faire. Même innocenté, j'ai ajouté, les personnes faussement accusées ne s'en relèvent pas. Donc cette enquête a été effectuée en mars 2001. Voilà. Donc l'ampleur du phénomène des faux souvenirs induits, il s'est répandu dans les pays anglo-saxons, Canada, Grande-Bretagne, mais aussi en France, en Hollande, en Allemagne, au Japon, en Israël. Mark Pendergrast, donc chercheur américain, calculait que 1 million de cas par an étaient apparus aux États-Unis de 1991 à 1993. Bon, après, bien sûr, on peut continuer. Donc il a écrit ce livre, Victims of Memory. En France, il y a encore peu de recherches sur ce sujet, ça commence. Pas de statistiques, malgré le nombre important de cas. La Miviludes a dénoncé les TMR en tant que thérapie déviante et la commission parlementaire du Sénat a auditionné les acteurs concernés en novembre 2012 et des associations militantes luttent contre le phénomène, l'AFSI, le CCMM, l'UNADEFI, le GEMPI. Le phénomène des faux souvenirs induits sévit dans plusieurs pays d'Europe, donc actuellement. C'est un rapport que vient de faire Julia Shaw, débat sur la mémoire retrouvée continue en Europe. La preuve en est donnée au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en France et en Allemagne. Dans ce rapport, donc, je relève cette citation de Julia Shaw, Pattis et Pendergrast, donc les 2 chercheurs américains, 2018, apportent la preuve qu'aux États-Unis, le débat à propos des souvenirs refoulés d'abus dans l'enfance n'est pas résolu. Nous complétons ce constat et montrons que des suppositions de souvenirs refoulés et retrouvés d'abus dans l'enfance sont encore répandues en Europe. Ce qui est important, c'est la suite. Les pays en Europe où la psychanalyse est particulièrement populaire, comme en France et en Allemagne, semblent même avoir une proportion plus élevée de thérapeutes qui suggèrent à leurs patients qu'ils peuvent avoir des souvenirs refoulés d'abus et qui utilisent les thérapies de la mémoire retrouvée. Les origines du phénomène des faux souvenirs, donc voilà. La première origine, l'impact culturel de la pensée freudienne dans les sociétés occidentales et chez les thérapeutes. L'inconscient, c'est un réservoir de souvenirs et de pulsions sexuelles refoulées. Il tire à notre insu les ficelles de notre destin. Et deuxième concept important, le refoulement. C'est un mécanisme inconscient de protection du moi. Il chasserait dans l'inconscient les événements traumatiques de nature sexuelle de notre enfance pour nous en protéger. Les retrouver par la thérapie apporterait la guérison. Mais voilà, ce qu'il faut bien dire, c'est que le refoulement ne repose sur aucune preuve scientifique.
Freud, qui avait inventé cette notion, ce concept, disait « Le refoulement est un processus supposé par moi et je l'ai considéré prouvé par l'existence indéniable de la résistance. » La résistance, c'était la façon dont se comportait le patient dans la cure, par l'autocritique, les silences, etc. Donc, ce n'est pas une preuve scientifique. Les théories freudiennes, donc toujours dans les origines. Première théorie, la théorie de la séduction. Donc Freud a dit lui-même c'est une théorie qui n'a pas marché, une idée qui n'a pas marché. La séduction, c'est pour un enfant subir des avances ou des manœuvres sexuelles de la part d'un adulte. De 1895 à 1897, Freud dit qu'il considère comme vrais tous les récits de scènes de séduction de ses patientes. En fait, patientes surtout. En réalité, il dira plus tard qu'il n'avait que 3 patientes et que ces récits n'étaient pas spontanés, mais suggérés, extorqués sous une certaine pression. Puis en 1897, il abandonne sa théorie. Il dit qu'elle est inefficace, qu'il a commis par naïveté une erreur en croyant les récits de ses patientes. C'est dans une lettre donc, qu'il écrit à son ami Fliss. La théorie du complexe d'Édipe et du fantasme est donc inventée. À partir de 1900, Freud considère les abus sexuels comme imaginaires et les récits de ses patients comme des fabulations. Donc le complexe d'Édipe, vous connaissez, les patientes auraient, en tant qu'enfants, désiré inconsciemment des relations incestueuses avec leur père et ce désir aurait été refoulé. Tous les troubles dits psychonévrotiques résulteraient d'expériences sexuelles fantasmées refoulées. Alors, est-ce que séduction, fantasme oedipien, est-ce que l'une des théories vaut mieux que l'autre? En fait, le mouvement des souvenirs retrouvés est un retour à la théorie de la séduction freudienne. Et du point de vue scientifique, 2 théories aussi spéculatives, arbitraires, invérifiables l'une que l'autre. On le retrouve dans les analyses de Paul McHugh, McNally, Lilienfeld, Granboom, ainsi que celles de Jacques Van Rillard, Benesto, Borg, Jacobsen et autres auteurs du livre noir de la psychanalyse. La deuxième origine du syndrome des faux souvenirs, les réactions du mouvement féministe aux États-Unis. L'abandon de la théorie de la séduction pour celle du fantasme oedipien va entraîner le rejet fréquent et en bloc des récits d'abus sexuels des femmes et des enfants considérés comme des fantasmes par un grand nombre de thérapeutes américains. Et du coup, ce déni massif va provoquer les réactions du mouvement féministe dès les années 70. Conséquence, la vague des faux souvenirs et des accusations s'amplifie, le retour à la théorie de la séduction et la naissance du syndrome des faux souvenirs, appelé ainsi parce que induit au cours d'une thérapie. Un livre phare va apparaître, The Courage to Heal, un guide pour les femmes abusées, de Helen Bass et Laura Davis. En fait, ce sont Paul McHugh va qualifier ce livre de Bible des thérapeutes incompétents. Alors, dans ce livre, on trouve, pour les auteurs, que la cause des difficultés existentielles, c'est l'abus sexuel dans l'enfance, que le remède, c'est retrouver le souvenir, trouver le coupable, l'accuser, lui faire payer son crime, que ceci va être une preuve de courage. Et donc, on trouve la liste interminable des symptômes de l'abus, donc tout y est, de la boulimie, l'anorexie, les cauchemars, le sentiment d'être différent, les accès de colère, enfin tout y est, l'un est son contraire. Le livre est accompagné d'un cahier d'exercice, donc il faut tenir son journal, noter ses rêves, regarder des photos de famille, etc. C'est ce que doit faire le patient lorsqu'il rentre chez lui, d'après le thérapeute, ce qu'ils font d'ailleurs en général. En France, qui sont les thérapeutes des faux souvenirs? Donc, certains sont issus des professions paramédicales, kinés, infirmières, etc. Certains sont des psys autoproclamés, des coachs. Certains sont des psychiatres diplômés, parfois même experts auprès des tribunaux, des psychiatres psychanalystes, des psychanalystes non médecins, des psychologues, des praticiens EMDR, des hypnothérapeutes, etc. Leur credo, ils croient au refoulement, à l'idée que la sexualité est au centre de toutes les névroses, et ils croient que c'est en creusant dans le passé pour y déterrer des traumatismes qu'on va trouver la cause du mal-être présent et que le récit du souvenir va amener la guérison. Mais bien sûr, on peut se poser la question comment guérir de quelque chose qui n'a peut-être jamais eu lieu. Et donc, pour ces thérapeutes, cette cause est toujours la même, des abus sexuels qui peuvent prendre des formes très diverses. Donc ça peut être un regard, un frôlement de main, une phrase, un geste, et aller jusqu'au viol proprement dit. L'attitude des thérapeutes des TMR face aux souvenirs retrouvés en thérapie.
Donc on peut distinguer 3 attitudes. Certains thérapeutes supposent simplement que les souvenirs retrouvés sont vrais, sans nécessité de confirmation indépendante et de preuve. D'autres thérapeutes mettent de côté la question de l'exactitude des faits. Ce qui importe pour eux, c'est que les souvenirs soient vrais pour lui ou pour elle, donc les patients. Je passe, donc citation. D'autres encore s'abstiennent de douter ou de critiquer pour créer un environnement thérapeutique favorable au soutien du patient et à son acceptation de la thérapie au nom de l'empathie. Donc il faut encourager le patient et pas le critiquer. Le débat autour de la mémoire et du refoulement. Donc les caractéristiques de la mémoire. Donc notre mémoire nous donne notre identité personnelle. Nous la sollicitons à tout moment dans nos actions, nos relations à autrui, donc c'est très important. L'oubli ordinaire est une fonction naturelle de la mémoire. Il nous permet de nous adapter, d'agir dans le présent. Mais le mythe, c'est l'idée que la mémoire humaine fonctionnerait comme un album photo, un enregistreur, une caméra vidéo qui stockerait avec précision les événements vécus et que la récupération des souvenirs serait identique à l'événement original. En fait, la mémoire est un processus reconstructif. Elisabeth Loftus dit « Nos souvenirs sont constructifs et reconstructifs. Ils fonctionnent un peu comme une page de Wikipédia. Vous pouvez les changer, mais d'autres peuvent le faire aussi. » L'importance de la mémoire et des souvenirs. Donc la mémoire, c'est le socle de notre personnalité. Nous sommes attachés à nos souvenirs, ils sont à nous, ils nous définissent, etc. Donc nous voulons les garder. Elisabeth Loftus a mené une étude à ce sujet. En fait, il existe un médicament qui s'appelle le propanolol et qu'on peut utiliser pour réduire le stress post-traumatique, les souvenirs obsessionnels. Et elle s'est demandé quelle est la proportion de gens connaissant cet effet qui accepteront qu'on leur administre cette drogue après un traumatisme ou au moins qu'on leur en donne le choix. Et ce qui est étonnant, c'est que le résultat, c'est que 80% des sujets interrogés le refusent. Ils craignent qu'on efface leurs souvenirs et qu'on les prive de leur mémoire. Le débat à propos des souvenirs d'enfance. Donc, selon les partisans des TMR, tous les événements de l'enfance seraient mémorisés avec exactitude, mais l'inconscient les rendrait temporairement inaccessibles. L'oubli n'existerait pas, seul le refoulement existerait. Dans la thérapie, on récupérerait ce qu'on a refoulé, mais selon les sciences cognitives, il y a amnésie infantile jusqu'à l'âge de 3 ans à 4 ans environ, due à la lente maturation neuronale, notamment de l'hippocampe, qui est nécessaire à la mémorisation. Après l'âge de 3-4 ans, les expériences traumatisantes ne sont pas oubliées, elles deviennent même souvent obsessionnelles. Ce sont ce qu'on appelle souvent des souvenirs flash. Le débat à propos du refoulement. La conception freudienne, nous refoulons les souvenirs des événements traumatiques pour nous en protéger. Ceux-ci sommeilleraient intacts de notre inconscient. La thérapie les réveillerait sans les déformer. Et c'est une idée répandue par d'innombrables romans, films, émissions télévisées, etc. Dans les médias, on retrouve ça. Donc c'est passé dans la pensée commune. La conception des sciences cognitives, Loftus, McNally, en général, des émotions fortes renforcent les souvenirs. Nous les gardons en mémoire pour ne plus refaire les mêmes expériences. Selon Loftus, etc., les autres, Chris French aussi, de l'Université de Grande-Bretagne, le refoulement n'est basé sur aucune preuve empirique, c'est une croyance, un mythe sans fondement scientifique. Dans notre dossier « La mémoire manipulée », Richard McNally, dans l'interview qu'on lui donnait, a dit « La notion que l'on peut être gravement traumatisé et totalement ignorant d'avoir été traumatisé grâce au refoulement est un morceau de folklore dénué de tout fondement scientifique convaincant. » Les divergences entre Sigmund Freud et Pierre Janet, donc je passerai rapidement, en fait ils étaient contemporains tous les deux, mais si tous deux pensaient à l'existence du trauma moral, Pierre Janet le voyait sous l'angle du trauma moral provoqué par un événement triste ou dramatique, et il pouvait être suivi d'un oubli normal ou d'une amnésie dissociative qui altère la personnalité en raison d'une faiblesse psychique, mais la thérapie devait consister à aider le patient à surmonter ce trauma, alors que pour Freud, le trauma était toujours sexuel, provoqué par l'action volontaire de quelqu'un d'autre,
il était toujours l'objet d'un refoulement inconscient. Les souvenirs en demeuraient cachés mais intacts dans l'inconscient. Donc il fallait aller à la recherche de ce souvenir refoulé et produire des interprétations successives. Donc j'en ai à critiquer la tendance à la généralisation du freudisme, son pansexualisme, sa méthode suggestive. Voilà. Donc le débat à propos de l'amnésie traumatique est un débat actuel. Des associations soutiennent que l'amnésie dite traumatique ou dissociative peut survenir à la suite d'un viol et que le corps en garde la trace sous forme d'une mémoire traumatique ou mémoire du corps. Elles avancent des chiffres tels que 40% des victimes ont une amnésie totale après un viol, 60% ont une amnésie partielle. Et ce qu'il faut voir, c'est que ces chiffres avancés par les associations mémoire traumatique et victimologie, moi aussi amnésie, etc., sont le résultat d'un sondage dans lequel on demande aux participants d'indiquer les symptômes apparus entre les faits et la complétion du questionnaire. Il s'agit d'un autodiagnostic. L'étude est réalisée et les chiffres sont validés par ces associations. Par ailleurs, ni la mémoire traumatique, ni l'amnésie traumatique, ni le refoulement traumatique n'ont été prouvés scientifiquement, pas plus que le lien causal entre le viol et l'amnésie. Selon Muriel Salmona, qui défend cette théorie, les souvenirs ainsi retrouvés plusieurs décennies plus tard seraient restitués à l'identique. Elle écrit « La mémoire traumatique fonctionne comme une machine à remonter le temps qui va faire vivre à l'identique dans leurs moindres détails et avec une acuité intacte les violences comme si elles se produisaient à nouveau, le tout accompagné des mêmes terreurs, douleurs, émotions, sensations ou moindres liens qui les rappellent. » Et sans remettre en cause le fait à l'origine du souvenir, on peut dire qu'aucun souvenir ne peut être affirmé identique à l'événement passé. L'amnésie dissociative traumatique, donc c'est une citation de McNally qui dit « Les experts en sciences cognitives soutiennent qu'on se souvient très bien des événements traumatiques qui sont vécus dans une terreur écrasante au moment où ils se produisent. Les théoriciens de l'amnésie traumatique sont d'avis contraire. Ils admettent que le trauma est souvent apparemment gravé dans la mémoire, mais soutiennent qu'une minorité non négligeable de survivants sont incapables de se souvenir de leur trauma à cause des mécanismes de la dissociation ou du refoulement. Mais les preuves qu'ils présentent à l'appui du concept de l'amnésie dissociative traumatique ne soutiennent pas leurs allégations. Les connaissances et les croyances des psychologues et psychiatres experts judiciaires concernant le fonctionnement de la mémoire. Donc, il y a eu une première étude qui est l'étude Magnussen et Melander en Norvège en 2012, où ils ont mis en évidence des conceptions erronées et contraires au consensus scientifique de la mémoire. En 2012, Magnussen et Melander ont interrogé 2000 adultes, dont 800 psychologues professionnels. Résultat, 63% d'entre eux croyaient que les souvenirs traumatiques retrouvés en thérapie étaient vrais. Actuellement, donc, étude Olivier Daudier et Mélanie Pailloux, donc ce sont deux jeunes chercheurs français, les premiers chercheurs sur la mémoire, vraiment, en 2017, ils ont produit cette étude. Ils comparent les connaissances des experts psychologues et psychiatres à celles de leurs confrères n'ayant jamais produit d'expertise judiciaire et à celles d'individus du grand public. L'étude se compose de 624 participants, moyenne d'âge 36 ans, 58% de femmes, 42% d'hommes, 120 psychologues et psychiatres experts, 101 psychologues et psychiatres non experts, 403 grands publics métiers divers. Conclusion, les psychologues et psychiatres experts au tribunal ont des connaissances limitées concernant le fonctionnement de la mémoire, notamment celle des faits criminels. Plus précisément, les experts ont moins de connaissances que les praticiens non experts. Or, l'expression de croyance, par exemple, au sujet des souvenirs retrouvés, du refoulement par des adultes ou encore du rappel d'informations par des enfants dans des rapports d'expertise ou au sein même des tribunaux lors d'une déposition, peut avoir de graves conséquences sur les décisions de justice. En effet, juges comme jurés ne peuvent que s'appuyer sur les conclusions d'expertise, puisqu'il revient aux experts d'expliciter les processus mémoriels en jeu lors de faits criminels. Étude Simon et Chabris aux États-Unis, donc je passe rapidement. Ensuite, donc, le débat sur l'allongement du délai de prescription. Donc, nous avons publié à l'AFIS un communiqué sur ce débat, sur cette proposition d'allonger le délai de prescription. Donc, le communiqué s'intitulait « La loi peut-elle ignorer la science ?» En 2014, sur la base des notions non scientifiquement prouvées de refoulement, d'amnésie dissociative traumatique, de mémoire traumatique ou encore de mémoire du corps,
Les sénatrices ont proposé que le délai de prescription soit prolongé de 30 ans après la majorité légale, afin de permettre d'engager des poursuites judiciaires. Donc nous disions, la FIS, Association française pour l'information scientifique, a publié en novembre 2014 un communiqué qui attire l'attention des députés sur un texte de loi qui ne tient pas compte de la connaissance scientifique accumulée en termes de mémoire et de souvenirs enfouis, et qui, au nom de bonnes intentions, pourrait en réalité avoir des conséquences dramatiques pour des personnes innocentes et leurs familles. La FIS reprend à son compte la conclusion énoncée par le professeur Scott Lilienfeld. Nous devons nous tourner vers des données bien établies, pas vers des intuitions viscérales. Nous devons distinguer les faits scientifiques de la fiction scientifique. En 2014, ce projet de loi a été reporté. En juillet 2018, l'allongement du délai de prescription à 30 ans après la majorité au lieu de 20 a été définitivement adopté. La question des preuves permettant de corroborer les souvenirs n'a pas été évoquée. Donc, j'ai été auditionnée au Sénat par la sénatrice Marie Mercier en juillet 2018. En juin 2018, le rapport a été établi en juillet 2018. Donc, je lis rapidement. Monsieur Philippe Bas, président, disait « Cette disposition est favorable à la victime en ce qu'elle lui permettra d'échapper à la prescription si l'expert mandaté par le tribunal reconnaît l'existence de ce fait insurmontable et si celui-ci est suivi par le tribunal. Il n'est pas envisagé d'aller jusqu'à l'imprescriptibilité des viols. Il est proposé de prolonger la période pendant laquelle une plainte peut être déposée dans le cas d'une amnésie reconnue. » Madame Esther Benbassa disait « Cette théorie de l'amnésie post-traumatique, diffusée par Madame Salmona lors de son audition, n'est pas reconnue par nombre de psychiatres. C'est elle-même qui a inventé ces termes. Cela pose problème. » Monsieur Pierre-Yves Colomba, je me demande ce qu'est une amnésie avérée. Sa matérialité repose-t-elle uniquement sur les dires de la personne concernée? Monsieur Philippe Bas, rapporteur, je partage votre relative méconnaissance des données de la psychiatrie moderne, qui est aussi celle des juges. C'est pour cette raison que l'idée d'une expertise prend toute sa valeur. Madame Esther Benbassa, sur quoi reposera-t-elle? Monsieur Philippe Bas, président, sur les connaissances de l'expert. Monsieur André Richard, cette disposition ne fait que reprendre l'existence. Si le juge a un doute sur l'existence de ce phénomène psychologique, il a toute faculté d'ordonner une expertise. Une fois que celle-ci sera rendue, il dispose de sa liberté de juge pour en apprécier les conséquences. À partir du moment où l'on entre dans la législation d'exception, pour une catégorie de victimes, on sort quelque peu du droit pénal. Et enfin, Madame Marie Mercier concluait, rapporteur concluait, ces amendements permettent d'ordonner une expertise. Jusqu'à présent, les expertises concernant les victimes ne pouvaient concerner que l'appréciation d'un dommage. Surtout, cette inscription dans la loi permettra de prendre en charge cette expertise en tant que frais de justice. Cette disposition n'a pas pour objectif de reconnaître l'amnésie post-traumatique, car celle-ci ne fait pas consensus. Des faits sexuels avoués par une victime après un long délai de latence le sont toujours après intervention d'un psychothérapeute. Les faits ne reviennent jamais de façon spontanée, ce qui explique les discordances entre Brigitte Axelrad et Muriel Salmona. La communauté scientifique s'inquiète de la restitution de faux souvenirs chez des patients par des manipulateurs ou des soi-disant psychothérapeutes. Voilà, donc on trouve ceci sur le site du Sénat. Olivier Daudier donc, vient de publier une étude en 2018 dans laquelle donc, une étude qui porte sur le besoin d'experts du fonctionnement de la mémoire dans les tribunaux français. Et dans cette étude, je cite une phrase qui est importante. En résumé, dit-il, il est clair que les experts des tribunaux de psychologie et de psychiatrie français manquent de connaissances sur la mémoire et peut-être que seuls quelques-uns peuvent traiter efficacement les problèmes de mémoire se produisant dans les procédures judiciaires. Contrairement à d'autres pays occidentaux, un expert en mémoire judiciaire n'existe pas en France. À mon avis, plusieurs chercheurs français travaillant quotidiennement sur la mémoire de témoins pourraient constituer un atout considérable pour la justice française. La nomination de tels experts de la mémoire assurerait le respect des deux premières recommandations. A. Ne pas utiliser la psychanalyse comme un cadre théorique fiable lorsqu'un cas se caractérise par un problème de mémoire, tout en garantissant la rigueur scientifique attendue. B. Utiliser leurs connaissances pour répondre aux questions fréquemment posées par les magistrats français sur des facteurs potentiels connus pour influencer la fiabilité des récits des victimes présumées. Voilà, donc ceci est très important justement quand on le met en regard de ce qui a été dit dans le rapport du Sénat.
et de ce qui a été décidé. C'est une petite vidéo très importante, extraite du mur de Sophie Robert. Je ne sais pas si vous étiez au courant de ce film qu'elle a fait. Justement, Jacqueline Schaeffer, qui était une psychanalyste et qui, là, parle des faux souvenirs induits. Et pour montrer, enfin, je pense que c'est intéressant de voir ce qu'une psychanalyste dit du sujet. Cet inconscient, il n'est pas donc connaissable. Ce qu'on en connaît, c'est justement par le travail analytique, c'est ce qui va pouvoir surgir. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quelquefois, ce ne sont même pas des souvenirs qu'il faut retrouver. C'est quelquefois une absence totale, quelque chose qui ne s'est pas passé. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on peut créer dans l'analyse des choses qui ne se sont pas passées. Parce qu'il y a toute une construction qui se fait entre l'analyste et le patient. On peut découvrir des choses qui n'ont jamais existé. On peut faire exister des choses qui n'ont jamais existé. J'avais choisi deux citations d'une d'Elisabeth Loftus. En tant que société, nous ferions bien de garder constamment à l'esprit le fait que la mémoire, comme la liberté, est fragile. Et celle de McNally, la thérapie de la mémoire retrouvée est la plus grave catastrophe qui ait frappé le domaine de la santé mentale depuis l'époque de la lobotomie. Je pense qu'il n'exagère pas. Donc, Merci beaucoup. On va pouvoir prendre quelques questions. Bonsoir. Vous avez parlé du fait qu'il n'y aurait aucune mémoire avant 3 ans. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Est-ce que c'est vraiment 0 mémoire avant 3 ans ou est-ce qu'il peut y avoir des exceptions? On ne peut jamais dire que c'est 0 nulle part. Des études sont menées actuellement justement pour vérifier que la mémoire n'est... Disons, Freud disait que les enfants jusqu'à l'âge de, alors je ne sais plus, 7 ans je crois, sont frappés d'amnésie infantile et que ça c'était l'effet de l'inconscient. Actuellement, et donc en fait les souvenirs de l'enfance étaient conservés et pouvaient être retrouvés par la suite. En fait actuellement on fait des études et on montre que les souvenirs de la petite enfance n'existe pas, et ceci à cause justement du manque de maturation neuronale, l'hippocampe n'étant pas suffisamment formé pour que les souvenirs puissent exister. Voilà. Maintenant, oui. Et sinon, j'avais juste une deuxième question. Quand vous parlez par exemple d'un souvenir traumatique, de viol par exemple, vous dites qu'il est impossible, si j'ai bien compris, mais j'ai peut-être mal compris, il est impossible de ne pas s'en souvenir, c'est ça? On ne peut pas ne pas se souvenir d'un viol. J'ai pas dit les choses aussi, j'ai pas dit les choses de façon aussi catégorique. Donc c'est ce que les chercheurs actuellement établissent par des études. C'est ce que dit McNally. Il dit en fait on ne peut pas ne pas se souvenir de quelque chose qui a été violent. Au contraire, même le souvenir en devient obsessionnel. Et le problème est surtout d'essayer d'aider la personne à surmonter cette obsession. Voilà. Oui. Oui, bonjour. Je voudrais vous poser des questions sur des exemples concrets. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire Kavanaugh aux États-Unis. Donc, c'est ce juge qui est le candidat de Trump pour être nommé à la Cour suprême et qui doit être confirmé par le Sénat. Et depuis que les auditions ont lieu, il y a une série de madames qui se rappellent qu'il les a, pas violées, mais fortement bousculées, on va dire, lors de soirées arrosées quand ils étaient tous les deux étudiants. Et est-ce que vous pensez que ces souvenirs sont a priori crédibles ou pas crédibles? Et l'autre question à laquelle je pensais, c'est mon voisin qui m'a fait penser à ça, c'est l'affaire Woody Allen. Est-ce que vous pensez que ça c'est un souvenir reconstruit, les accusations de ces enfants adoptifs en matière de viol, ou vous n'avez pas suivi ces affaires? Je suis au courant de ces deux affaires. Pour la première, je pense que... il me paraît un peu étonnant que des souvenirs ressurgissent 35 ans plus tard à l'occasion justement d'un fait politique, enfin d'un événement politique. Ça me paraît un peu étonnant. Maintenant, pour l'affaire Woody Allen,
ne saurais pas vous dire, je ne peux pas trancher, rien du tout. Ce sont des affaires qui sont très médiatisées. Mais... Oui, pour Cavano, on peut penser que les femmes qui avaient été, on va dire, bousculées à l'époque, comme c'est peut-être encore, je ne sais pas, assez fréquent dans ces soirées, dans les fraternités, etc., n'ont pas voulu se plaindre à l'époque, mais que quand elles voient qu'il va être nommé à la Cour suprême, elles se disent c'est un peu beaucoup, et alors elles se manifestent, d'autant plus évidemment que les adversaires de ce monsieur vont les chercher, quoi. Mais je me demandais s'il pensait que c'est le genre de souvenir d'adulte, malgré tout. Est-ce que vous pensez que c'est reconstruit ou vous pensez que ça peut être réel, c'est ça? Moi, je pense que c'est peut-être une question d'opportunisme. Utiliser ça dans une polémique très médiatisée, mais je ne peux pas en dire plus. Ma question concerne le docteur Benayem, parce que vous avez passé rapidement sur lui. Je voulais savoir ce que vous pensiez, vous, de ce qu'il fait, parce qu'il a pignon sur rue au niveau de l'hypnose. Donc, c'était ambigu la façon dont... Enfin, j'ai pas bien compris comment vous appréciez le rôle de l'hypnose par rapport aux souvenirs, retrouvés ou pas. Le rôle de l'hypnose, en fait, il semble que beaucoup de patients viennent en thérapie en disant qu'ils aspirent à retrouver des souvenirs grâce à l'hypnose. Donc c'est une demande qui est générale. Benayem a écrit un livre, j'en ai fait d'ailleurs une note de lecture dans une de nos revues Sciences et Pseudosciences, et je me souviens quand j'ai lu ce livre que en fait il était dit qu'il était un petit peu comme un, je ne vais pas dire un gourou, mais enfin bon, qu'il était assez, qu'il avait une immense influence sur, qu'il rayonnait beaucoup du moins sur les hypnothérapeutes qui travaillent autour de lui. J'ai apprécié la remarque qu'il a faite dans l'article du Huffington Post lorsqu'il dit que, en fait, ce qui est important pour aider un patient à surmonter ses traumatismes passés, ça n'est pas d'aller creuser de plus en plus profondément pour les déterrer, c'est au contraire de l'aider à remonter et à oublier. Bon, donc j'avais apprécié cette remarque qu'il avait faite. Et c'est vrai que ça rassure un petit peu sur la façon dont ces spécialistes utilisent ces méthodes-là. Oui, bonsoir. Je voulais savoir si suite à des dépôts de plaintes d'adultes concernant des abus sexuels commis par leurs parents, des parents finissaient par se persuader eux-mêmes, s'il était déjà arrivé que des parents s'étaient persuadés eux-mêmes d'avoir commis ces actes qui finalement n'avaient pas eu lieu. Si finalement le faux souvenir avait concerné les parents aussi. Si s'étaient persuadés eux-mêmes, c'est-à-dire eux-mêmes ensemble, père et mère? Non, c'est-à-dire si après que l'enfant ait déposé, que l'enfant devenu adulte ait déposé plainte, des faux souvenirs étaient induits aussi chez des parents, c'est-à-dire que des parents pensaient se souvenir effectivement d'avoir été coupables. Est-ce que c'est déjà arrivé? Moi, je connais pas la totalité des cas possibles, mais disons que dans la normalité, on va dire, dans ce qui est le plus fréquent, c'est, au départ, les parents accusés, et en général, c'est le père qui est accusé d'abus sexuels et la mère de complicité. Les parents accusés sont dans le plus grand doute l'un par rapport à l'autre. Est-ce que tu as vraiment fait ci ou ça, etc. Et puis, probablement, par la suite, ils arrivent, dans la majorité des cas, mais peut-être pas dans tous, à surmonter ces doutes-là et à reconquérir un petit peu leur confiance en eux-mêmes. Bon, je pense que c'est comme ça que les choses se passent. Maintenant, tout est possible. Tout est possible. On ne peut pas dire ce que je mets en relief, ce qu'on met en relief là, c'est un scénario. Le scénario des thérapies de la mémoire retrouvée. Et le credo à partir duquel partent les thérapeutes qui la pratiquent, et ce à quoi ils arrivent et quel est le scénario qu'ils utilisent. Et
Et au-delà de ça, il peut y avoir des réactions différentes chez les uns, chez les autres. Mais il y a quand même dans la littérature, tout ce qu'on a relevé, il y a quand même eu des comment dire, des réactions très, très fortes, hein, très violentes de parents qui se sont suicidés ou parce que c'était invivable, insurmontable. Hein. Bon. Pas parce qu'ils doutaient d'eux-mêmes, mais parce que leur vie était dévastée. Voilà. Oui, bonjour. Moi, j'ai le cas d'un ami d'enfance, enfin, quelqu'un que j'ai longtemps côtoyé à l'école maternelle jusque très tard et que je voyais régulièrement durant toutes ces années. Il y a quelques temps, c'est quelqu'un qui s'est figé à l'âge de 18 ans. À 18 ans, il est resté dans ses idées, comme quoi le monde était pourri, comme quoi ce qui lui arrivait était de la faute des autres, etc., etc. Même physiquement, d'ailleurs, il s'est même figé. Et puis, il y a quelques temps, donc c'est quelqu'un que j'ai côtoyé pendant plus de 40 ans. Il y a quelques temps, il a eu, à la faveur d'une émission de télévision, un flash, comme vous dites. C'était une émission sur le viol, et il s'est aperçu qu'il s'est fait violer gamin. Voilà. Et depuis, bon, ça va mieux, il a été voir un psychiatre et tout ça. Alors, voilà, est-ce qu'on a affaire à un traumatisme refoulé, ou alors la création d'un viol qui n'existait pas ? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, mais quand vous dites qu'il va mieux, je souris, ça me fait sourire parce qu'elle est mieux, parce qu'on prend conscience par un flash sur l'écran de la télé qu'on a été violé dans son enfance et que toute la vie qu'on a eue jusque-là, elle est dépendante de ce... C'est pas lui qui a fait cette conclusion. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'en voyant cette émission sur les viols, il a eu ce flash et il s'est souvenu de choses. Oui. Mais c'est quoi? C'est un thérapeute qui l'y a aidé? Non, c'est après qu'il est allé voir un thérapeute. Ah d'accord. Donc après, oui. Oui. Je sais pas. Donc là, Oui, non, mais moi je sais pas, je connais pas la personne, je connais pas son histoire. Est-ce que ça arrive souvent que des gens, 30, 40 ans après, comme ça, Les flashs, on peut tous en avoir, et la suggestion, je vous ai montré, j'ai essayé de montrer que la suggestion a produit des résultats incroyables, parce qu'on peut arriver à manipuler les esprits, à leur faire croire à des choses qui n'ont jamais existé, à leur faire croire qu'ils ont commis des délits qui n'ont jamais commis, à leur faire croire n'importe quoi. Donc en fait, qu'à la suite d'émissions télévisées à laquelle on accorde sa croyance, on ait un flash qui nous convainc qu'il nous est arrivé quelque chose dans le passé et qu'on va ensuite chez un thérapeute pour travailler là-dessus et le confirmer. Bon, ça existe effectivement, mais je peux pas vous dire. Est-ce que les traumatismes peuvent mettre beaucoup de temps comme ça à réapparaître, 30, 40 ans, enfin même plus pour lui? J'ai essayé de montrer que s'il y a un traumatisme violent, ce traumatisme violent, on ne l'oublie jamais. Et on ne l'oublie pas, on garde en mémoire. Donc on peut parfois dire, je vais le mettre de côté, je ne vais plus y penser. Hein, ça existe, ça. Ou, il y a diverses possibilités. Moi, je voudrais que vous m'indiquiez, vous n'avez parlé que de souvenirs de viol. Est-ce que les faux souvenirs ne sont que des souvenirs de viol ou peuvent être d'autres natures? Et concernant la mémoire, moi j'ai des souvenirs de guerre à l'âge de 2 ans et parfois ça revient dans les rêves. Non, j'ai axé mon exposé essentiellement sur la question des thérapies de la mémoire retrouvée. Mais il y a des faux souvenirs de tout. Le pêcheur marseillais le montre bien. Le poisson qui grandit, c'est un faux souvenir qui n'est pas de viol, là. Hein, voilà. Donc, il faut bien axer sur choisir un axe, mais tous les faux souvenirs sont possibles, et pas seulement de viol. Une dernière question, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour l'exposé très complet. Juste parce que je ressens un certain malaise comme ça, j'ai l'impression, c'est une question à côté, j'ai l'impression que vous remettez en question tous les concepts freudiens de refoulement d'inconscient. Je me trompe ou... Je les remets en question parce qu'ils ne sont pas
Vous les remettez prouver. en question. Absolument. Ouais. Absolument, Et d'accord. Pour absolument. vous, le refoulement n'existe peut-être pas, c'est ça? Il n'est pas prouvé. Pour vous, il n'est pas prouvé le refoulement. D'accord. Le jour où c'est bien ce qu'on entend dans votre exposé. Le jour où il sera prouvé scientifiquement. Oui. Mais il y a des choses qui n'existent et qui ne sont pas prouvées, mais qui existent pas, dont l'existence n'est pas prouvée. Oui, enfin bon. Non, je ne sais pas. Oui. Pour vous, ça n'existe pas, d'accord. Okay. Bah, Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour être informé des prochaines conférences AFIS en ligne, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'AFIS Sciences et Pseudosciences en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone AFIS Sciences. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, au revoir.